Le coaching, notre vision en tout cas du métier du coaching professionnel, c'est que nous avons un engagement vis-à-vis de nos clients à arriver à l'objectif que nous avons défini avec lui de manière très précautionneuse. Donc obligation de moyens, obligation de résultats, c'est une question importante parce que dans notre protocole de coaching, la façon dont on l'exerce, la façon dont c'est inscrit dans le contrat de déontologie du coach, le cœur de notre formation de coach, c'est de dire avant tout coaching, on établit un contrat d'objectifs avec la personne ou avec l'équipe ou avec l'organisation. Donc un contrat d'objectifs, ça veut dire en général un contrat tripartite quand il s'agit de coaching individuel ou un contrat d'équipe quand il s'agit de coaching d'équipe. Et on va dire, à la fin de the coaching, vous serez satisfait si quoi ? Comment le coach vous aura aidé à progresser? À quoi vous mesurez que l'équipe a progressé grâce à ce coaching? Donc si on parle d'objectifs, c'est bien qu'il y a un engagement mutuel des parties, du coach et du client à aller vers la réussite de cet objectif. Et ce serait un peu étrange, selon nous, chez Talentis, de dire on fixe des objectifs, on écrit un objectif dans le contrat, on fixe même des indicateurs à quoi on saura que cet objectif est mesurable. Et après, on dit bah non, on a juste une obligation de moyens. On a fait ce qu'on a pu, mais c'est pas de notre faute si l'objectif n'est pas atteint. Donc c'est vrai qu'on a un parti pris peut-être un peu fort chez Talentis qui dit on s'engage à la réussite des objectifs, mais c'est ça, je pense, qui a fait la réussite de Talentis depuis des années, c'est qu'on se mouille avec nos clients en disant peut-être qu'il faudra calibrer des objectifs raisonnables, peut-être qu'il faudra découper les objectifs en morceaux pour être sûr d'avancer et de mesurer notre avancement, mais on s'engage sur des objectifs. Après chaque prestation de coaching, on envoie des documents d'évaluation qui sont notifiés par les participants, par les coachés, par les dirigeants, mais également par les commanditaires pour mesurer la satisfaction, bien sûr, mais surtout l'atteinte des objectifs. Donc une culture de résultat, c'est une culture qui mesure la performance, qui mesure l'atteinte des objectifs et pas juste la satisfaction des coachés. J'aimerais réussir ma prise de fonction de dirigeant. Dans un an, j'aimerais que le coaching m'amène à cet endroit-là. Alors, on va ensemble, avec le dirigeant, calibrer. Qu'est-ce qui vous fera dire que votre prise de fonction est réussie ? Par exemple, j'aurai une équipe alignée autour de moi, autour de notre ambition. Tout le monde saura articuler cette nouvelle ambition. Chacun sera clair sur ses objectifs et son autonomie. De toute façon, chaque prise de fonction est très différente. Et donc, ce qui compte, c'est que la personne pourra mesurer ce qu'il aura atteint comme objectif et qu'il aura la capacité à le mesurer de façon très concrète. Et pour des programmes de leadership, on va vraiment, avec le client, se dire c'est un programme qui dure 6 mois, 8 mois. À quoi on saura que ce programme nous a aidé à développer ces compétences-là? Comment on mesurera le développement des compétences? Est-ce qu'on fera un 360 degrés? Est-ce qu'il y aura un retour des participants, mais aussi de leurs managers sur la progression de ces personnes? Vraiment, on mesure et ensuite on fait des réunions avec nos clients tous les mois ou tous les 6 mois ou tous les ans pour prendre les objectifs de départ et dire où est-ce qu'on en est. Bien sûr, quand on parle d'une culture du résultat, on parle de co-responsabilité. C'est-à-dire que nous, on a 50% de la responsabilité, mais bien sûr, il y en a 50% du côté du coaché, du côté de l'équipe, du côté du client. Nous, on s'engage à faire tout ce qui est en notre pouvoir, utiliser les meilleurs protocoles pour, comme un coach sportif, faire gagner notre champion. Mais on n'est pas tout puissant, on est bien lucide sur le fait qu'il y a des responsabilités partagées. Avoir une culture de résultat, ça veut dire qu'on ne lâchera pas quand notre champion voudra lâcher et qu'on ira jusqu'au bout de l'entraînement. Et que si le champion ne veut plus s'entraîner, c'est lui qui décide de ne plus s'entraîner. Mais nous, on va challenger, on va donner du feedback, on va rappeler l'objectif. Et puis, à la fin, on prend bien la part de responsabilité partagée de la réussite du coaching. Qu'est-ce qui est de l'ordre du coaching? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'externe? Qu'est-ce qui s'est mis en place qui a permis aussi l'atteinte de ces objectifs? On est bien conscient que le coaching, ce n'est pas une position de surpuissance. Nous sommes des facilitateurs. Donc le marché du coaching a énormément évolué récemment, mais est en train d'aborder une disruption majeure qui est celle de l'arrivée des plateformes de coaching. Et ces plateformes, elles ont du succès pas simplement parce qu'elles mettent les gens en ligne
en un clic. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'elles permettent de fournir à l'entreprise énormément de data. Non pas le contenu confidentiel des coachings, ça c'est totalement protégé. Mais combien de coachings en cours, combien de coachings terminés, comment les gens ont évolué par rapport à leurs objectifs de départ, où est-ce qu'ils en sont à l'arrivée. Donc, il y a des éléments de mesure qui sont extrêmement intéressants pour les entreprises. Sur plusieurs centaines de milliers d'heures, les entreprises peuvent dire, grâce au coaching, on a progressé de tant de pourcents sur telle compétence, etc. Donc oui, c'est le sens de l'histoire. Le coaching comme la formation vont maintenant être des pratiques où on doit pouvoir mesurer l'efficacité des protocoles de coaching individuel ou de coaching collectif.